Allez, prête? Vas-y. Salut à tous. Vas-y, recommence. Ah putain, mais quand tu me l'as fait tout le temps, celle-là. Vas-y. C'est insupportable. Allez, vas-y, t'es prête? Salut. Oh. Pardon. Salut à tous. Salut. On se retrouve dans un nouveau décor. Vous avez vu qu'on fait des essais en ce moment. On se cherche un peu, on va pas se mentir. On essaie de trouver un beau visuel pour que nos vidéos soient belles. C'est un peu le but. On a mis The Rock dans le fond pour un petit clin d'œil. On le voit pas très bien. On essaiera peut-être de le mettre un peu plus en valeur une prochaine fois. Oui, puis qui dit nouvelle année dit nouveau son. Enfin, il n'y aura plus d'écho. J'espère que vous allez apprécier. On a ces petits. Il y en a des petits chefs. Et puis ça se tombe bien puisqu'on est là pour parler quand même d'une des séries les plus attendues de ce début d'année. Alter Carbone, c'était la série ambitieuse de Netflix de ce début d'année. Il figurait d'ailleurs dans le top 10 de nos séries à voir en 2018. On avait du nez. On avait bien du nez. D'ailleurs, on n'a pas été déçus. Alors c'est un projet très ambitieux, façon un peu blockbuster. En fait, c'est une forme de polar SF, un peu à la Blade Runner. Ouais, et puis c'est surtout une série qui fait énormément de débat depuis qu'elle est sortie parce qu'elle a des qualités immenses, mais ses défauts le sont aussi. Donc on va en parler plus dans le détail maintenant. Bon, alors derrière cette série très ambitieuse, il y a une femme, Laeta Kalogridis. C'est une showrunneuse et une productrice scénariste hollywoodienne très connue. Elle a notamment participé à Avatar en tant que productrice, mais aussi comme scénariste pour des films comme Alexandre, qui n'était pas très bien. Mais en revanche, elle a aussi fait Shutter Island, qui était quand même une dinguerie. Donc c'est quelqu'un qui a un peu de poids à Hollywood. Et elle était connue aussi pour une première série en 2002 qui s'appelait Birds of Prey, qui était en fait issue d'un comics où elle racontait l'histoire de super-héroïnes qui vivaient à Gotham City. Donc elle aime bien les petites zoulettes déjà. Ouais, c'est quand même une carrière assez mitigée pour elle. Tu as dit Shutter Island, ouf. Ouais, mais après, c'est beaucoup de navets quand même. Tu as cité Alexandre, qui est un bon navet, mais il y a aussi Terminator Genesis. Oui, elle a fait des Terminators. Ça, c'est quand même une catastrophe. Mais bon, là, elle a au moins... Enfin, en tout cas, c'est rare d'avoir des scénaristes et productrices aussi importantes à Hollywood. Amen. Au passage, on peut quand même signaler que cette fameuse Kalogridis, je crois que ça se dit, j'ai du mal avec son nom, s'est inspirée, le scénario n'est pas venu de nulle part, puisqu'elle s'est inspirée d'une série de romans d'un romancier américain qui s'appelle Richard K. Morgan, qui a publié beaucoup de romans de SF et un peu cyberpunk, dont cette série Takeshi Kovacs qui comporte 3 romans en tout. Et le premier s'appelle Altered Carbone ou Carbone modifié en français. Et donc c'est plus ou moins une adaptation plus ou moins fidèle, on aura l'occasion d'en reparler aussi, du premier tome de la série Takeshi Kovacs. Oui, et puis un casting quand même assez cool pour cette première série. Un casting d'ailleurs d'acteurs que l'on a pas mal vu dans des séries. Alors d'abord, on a Joel Kinnaman qui crève l'écran dans le premier rôle, qui joue le rôle de Takeshi Kovacs. Bon, moi, c'est un de mes acteurs favoris, donc je vais pas vous le vendre plus que ça, mais il est vraiment dingue. De la série The Killing. De la série The Killing, et d'ailleurs, il y a une deuxième actrice de la série The Killing qui fait partie de ce casting, Christine Lehman, qui a aussi un beau rôle dans ce film. Et j'en profite pour dire que le duo Joel Kinnaman, Mireille Enos, donc les deux de The Killing, vont se retrouver très bientôt dans un nouveau film, parce qu'on aime beaucoup le duo. Enfin, moi, je suis très fan de la série The Killing. Ils vont se retrouver dans l'adaptation du film Anna de Joe Wright, et qui va être adapté en série pour Amazon. Donc, en fait, Joel Kinnaman et Mireille Enos ne se quittent plus. À part pour ce projet, donc, Altered Carbone, on retrouve aussi des mecs qui crèvent l'écran, moi, je trouve. Notamment le rôle de Poe, qui est Chris Connor, je crois. Chris Connor, attention. Et c'est vraiment des mecs spécialisés série. Même Quell, qui porte vraiment à débat, elle joue Misty Galloway dans The Get Down. C'est vraiment des mecs qui sont calibrés série et qu'on retrouve dans ce projet Netflix. Altered Carbone, c'est vraiment une série hybride. On est vraiment à mi-chemin entre le polar noir, le thriller et la SF. Bien, le gore aussi. Le gore un petit peu, oui, ok, d'accord, si tu veux. Et alors, on va essayer de vous faire le pitch de cette série qui est quand même assez complexe. Alors, c'est l'histoire... C'est la partie. C'est une bonne question, vas-y, je t'en prie. Donc, c'est l'histoire quelqu'un qui s'appelle Takeshi Kovacs, qui est, en gros, on est dans une société, ce qu'il faut dire avant. On est au 25e siècle, il me semble. 25e siècle, et on est à une époque où la science nous a apporté quelque chose d'incroyable, puisque, en fait, le corps n'est plus qu'une enveloppe. Vous avez une sorte de disquette dans la nuque qui contient votre esprit et votre âme, et qui peut être transposée d'un corps à un autre sans aucun souci. Tant que c'est votre enveloppe physique qui meurt et pas cette pile, vous n'êtes pas mort. Il y a aussi des raisons de disparaître, c'est le cas de Takeshi Kovacs, qui, en gros, est plus ou moins emprisonné, puisqu'il est sans corps et sa pile est retenu par la police, etc., puisqu'il a commis des crimes, on aura l'occasion d'en reparler. Takeshi Kovacs, qui est donc le seul survivant d'un groupe de renégats, va donc s'endormir pendant 250 ans où il est pseudo-emprisonné, et on va le réveiller pour résoudre en fait un meurtre, le meurtre d'un richissime homme d'affaires qui règne un peu sur un nouvel ordre mondial, un nouvel ordre mondial futuriste, donc un monde assez chaotique d'ailleurs. Dystopique, c'est là où le débat peut être fait. Est-ce que c'est vraiment dystopique ou pas? C'est dystopique. Dystopique totalement. Et non, mais dystopique, normalement, c'est
faut que ça soit chaotique, que ça soit dictatorial, que ça soit la machin. Là, je trouve ça dystopique au niveau peut-être des inégalités entre les riches et les pauvres. Mais c'est complètement dystopique. On est dans un monde... d'ailleurs, on est en 2384 et l'intrigue se passe à Bay City, qui est en fait le nouveau San Francisco. Donc c'est assez stylé parce que tu vois des plans notamment du Golden Gate. Et donc c'est assez marrant de voir justement San Francisco transposé dans le futur. Mais c'est totalement dystopique. On est dans un monde où riches et pauvres sont complètement séparés. En fait, bon, c'est un peu le schéma classique. Les riches vivent dans des châteaux complètement dingues au-dessus des nuages, donc dans une ville comme ça aérienne. Et ils s'appellent d'ailleurs les Mats. Ouais. Parce que ça fait référence à Mathusalem, qui est genre le plus vieil homme de la Bible, qui a, il me semble, 969 ans. Et du coup, c'est un symbole du fait que ces gens ne peuvent presque pas mourir. C'est presque des dieux, ils sont presque immortels. Ouais, c'est ça. C'est un peu des dieux immoraux et immortels qui assouvissent toutes leurs passions à leur guise dans ces châteaux justement complètement reculés. Et en bas, de la même manière que Blade Runner, c'est d'immenses mégalopoles complètement sous la pluie. Il pleut tout le temps là-bas, comme dans Blade Runner. On voit d'ailleurs pas mal de références dans tout au long de la série. Et c'est vraiment chaotique, donc c'est complètement dystopique. C'est dystopique dans le cas où, effectivement, les personnes qui n'ont pas les moyens n'auront qu'une vie, puisqu'ils n'auront pas les moyens de se repayer une enveloppe, puisque forcément ça coûte de l'argent. Alors que les Mats sont immortels et qu'ils ont un truc encore plus énorme, c'est qu'eux se sont clonés leur propre enveloppe. Donc quand ils meurent, ils reviennent avec la même enveloppe. Donc voilà, ces gens sont éternels. Pour en revenir à l'histoire, c'est donc un de ces gens, de ces demi-dieux, qui est mort et qui, à sa réapparition, décide de mener l'enquête pour savoir qui l'a tué. Et donc il fait appel, comme tu l'as dit, à Takeshi Kovacs, qui est un soldat d'élite, donc qui est le plus à même de résoudre ce genre de crime. Et tout ça va l'emmener bien sûr dans un truc qui le dépasse, comme à chaque fois, et dans un truc qui remet en cause toutes les sphères du pouvoir, et aussi bien la police que ces demi-dieux, et ça va l'entraîner dans un tourbillon d'aventure. Oui, donc on est vraiment aussi dans un polar noir. On retrouve d'ailleurs un peu les codes du polar scandinave, dont d'ailleurs est issu The Killing et dont est issu Joel Kinnaman, enfin, même si c'était la version américaine dans laquelle il jouait. Et donc du coup c'est assez marrant parce qu'on le retrouve aussi, lui, en détective un peu torturé, très solitaire, un peu nihiliste, j'ai envie de dire. Un peu comme dans The Killing. Donc il change pas forcément de rôle, mais en tout cas il change complètement de décor et c'est hyper bien réussi. Ouais, c'est du cyberpunk à pleine balle. Je disais gore tout à l'heure parce que on a quand même beaucoup de scènes de baston hyper sanglantes, etc. là-dessus. Ils ont pas reculé et moi je trouve ça cool. C'est pas, je trouvais pour le coup, une des critiques qu'on peut faire à Blade Runner, c'est d'être un peu aseptisé, un très peu contemplatif. Voilà. Là, ça bastonne, ça saigne, ouais, il y a un avance, petit côté d'ailleurs, on en reparlera dans le côté plus graphique, mais il y a un petit côté Matrix parfois dans les scènes, clairement. Dans les scènes de baston, notamment Ghost in the Shell aussi. Ghost in the Shell aussi pour la SF, ouais. Il y a pas mal de ralentis notamment. Ils ont un peu abusé et surabusé des ralentis dans les scènes de baston. Mais bon, ça on en reparlera un petit peu plus tard. Alors une fois qu'on a dit ça, polar, SF, noir, ultra ambitieux, c'est sûr que c'est une série qui a un budget immense. Tenu secret d'ailleurs, ce qui est assez marrant, mais c'est un budget qui s'est donné les moyens de faire un truc incroyable. Et au premier rang desquels, on a parlé du casting, c'est quand même des gens aguerris des séries, certains c'est des gros noms, qui ne répondent pas tous présents malheureusement. Bah en fait, moi, ce qui m'a étonnée un peu sur cette série, c'est que ça fait du bien d'avoir une showrunneuse et une créatrice derrière cette série, surtout de SF, alors que la SF, c'est vrai que souvent, c'est un milieu assez masculin, en tout cas, dans les idées, c'est communément admis comme ça. Et en fait, la grande réussite de cette série, c'est tous les personnages masculins. Pour moi, ils crèvent vraiment l'écran, que ce soit James Purefoy, un millionnaire, multimilliardaire, en fait, pas du tout millionnaire, un multimilliardaire complètement corrompu. Qu'on avait vu dans The Following, lui, pour le coup, une autre série. Ouais. Pas mal au début, qui s'est un peu... ouais, c'est parti totalement. Qui est un peu parti en live après. Que ce soit Joel Kinnaman, qui pour moi est un dieu sur Terre et crève l'écran complètement. Chris Connor, comme tu l'as dit, qui joue Poe. Ouais. Alors Poe, il faut quand même en parler, en fait, c'est une intelligence artificielle qui en fait incarne l'hôtel. C'est hyper intelligent. L'hôtel est une intelligence artificielle. Donc si l'intelligence artificielle meurt, l'hôtel meurt. C'est un peu comme dans L'écume des jours de Boris Vian. C'est ultra poétique et c'est certainement une des plus grandes réussites de cette série. D'ailleurs, en tout cas, ce personnage, moi, m'a vachement hyper bluffé. Léger, il apporte un peu d'humour dans ce truc qui est pas quand même hyper fun tout le temps. Et surtout, tu parlais de poésie, Poe, Edgar Allan Poe, son hôtel s'appelle The Raven. Il y a forcément un jeu là-dessus et c'est assez cool. D'ailleurs, James Purefoy, qui joue dans The Following, la secte qu'il a dans The Following est centrée autour de Edgar Allan Poe. C'est assez marrant. C'est marrant. Aussi. Et celle de American Horror Story également. Ah ouais. C'est aussi Raven et c'est le nom d'une des saisons de American Horror Story. C'est un mec qui fascine. Mais bon, ce personnage de Poe, cet hôtel, cette intelligence artificielle, c'est hyper cool d'en avoir fait un personnage et c'est peut-être même le personnage
personnage le plus humain de cette série. Complètement. Avec des sentiments, etc., que d'autres n'ont pas, au premier rang desquels Joel Kinnaman. Et c'est vrai que Joel Kinnaman crève l'écran. Après, toi, tu es fan du gars. Comment il s'appelle le méchant Tung. Long. Long, c'est le méchant un peu impassible, complètement fric. Enfin, le mec est hallucinant. Et il joue aussi très bien et il rajoute aussi une petite touche un peu sadique à ce casting qui est vachement bien. Donc moi, ma grande déception, et c'est là aussi où tout le paradoxe est, c'est que c'est une série créée par une femme, mais les femmes sont très stéréotypées, moi j'ai trouvé. Elles sont hyper sexualisées, mais pas dans le bon sens. On voit qu'il y a un côté un peu girl power, mais qui n'a pas été malheureusement réussi dans cette série. Alors que ce soit, il y a une Mexicaine qui joue le rôle d'une flic un peu badass, qui est clairement le second rôle. Elle joue très bien, mais on sent que la réalisatrice a vraiment voulu la mettre en premier plan comme quelqu'un d'hyper sexy, de trop sexy. Et du coup, ça cache, je trouve, avec son personnage. Ah, moi, j'ai pas aimé. Je comprends qu'elle énerve, etc., parce que c'est vraiment la latina qui parle tout le temps en espagnol, qui gueule dans tous les sens, etc. Et avec un gros accent à couper au couteau, qui hurle partout. Mais je trouve que non, elle tient son rôle. Et je la vois pas hyper sexualisée. Elle est en flic tout le long. Bon, on la voit un peu à poil. C'est la société qui fait que les femmes sont hyper sexualisées. Non, c'est le regard, j'ai trouvé. Le trafic du corps humain est devenu beaucoup plus intense, la prostitution aussi. Complètement, c'est deux sujets différents. Pouvoir disposer des enveloppes. Complètement, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est deux sujets différents. Elle n'a pas, voulu sexualiser les femmes outre mesure. Moi, j'ai trouvé que que ce soit donc l'actrice de The Killing aussi qui joue justement une actrice un peu hitchcockienne, très froide, au final très cruelle, qui en fait a été complètement corrompue par son immortalité et par sa beauté. Donc en soi, c'est un rôle hyper intéressant, mais tous ces rôles les uns après les autres, ou que ce soit la sœur de Joel Kinnaman, qui est finalement la vraie badass et la vraie méchante de cette série, je trouve qu'il y a ce côté un peu trop sexuel, mais pas dans le bon sens du terme. Pourtant, c'est pas... En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les rôles féminins, il y a des sacrés ratés, au premier rang desquels Quell, qui est un peu cet amour passé qui a disparu de Takeshi Kovacs, et c'est vraiment, les passages avec elle sont assez gênants en termes de scénar et d'acting. Je trouve qu'elle est en dessous de tout, et c'est dommage parce que dès qu'elle apparaît à l'écran, on décroche un peu. Ouais. Hyper mélo, hyper moralisateur. Et c'est dommage. Alors pour continuer avec la forme, il faut aussi qu'on parle de la direction artistique, du visuel, des costumes, des coiffures. Il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte, puisque forcément c'est Blockbuster qui s'est donné beaucoup d'ambition. Ouais, et puis pour moi surtout le visuel, c'est vraiment le point fort de cette série. On est vraiment, donc on l'a dit tout à l'heure, dans un univers à la Blade Runner. On joue vachement sur des contrastes, on a beaucoup de lumière assez éclatante, c'est une explosion de couleurs, de lumière. Un jeu aussi sur les néons, toujours en contraste avec des villes assez sombres, des villes pluvieuses encore à la Blade Runner. Donc tout ça, c'est hyper réussi, c'est pas forcément novateur, mais c'est hyper bien fait. Surtout dans le pilote. J'ai trouvé le pilote visuellement incroyable. Ils ont tout mis dans le pilote. Non, dans beaucoup de choses, ils ont mis tout dans le pilote. Ouais. Mais surtout, la SF, on le sait dans les séries, souvent la SF et faire des villes dans un futur lointain, c'est souvent hyper foiré. J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais généralement, soit ils ont pas les moyens, et là on peut pas l'en vouloir, soit ils tentent des trucs un peu osés et tout. Là, c'est vraiment carré, c'est vraiment niveau cinéma en termes de visuel. Après, en termes de costumes et de coiffure... Je te disais, encore une fois, ça rejoint le côté sur les femmes. Notamment les costumes des femmes. Non, mais après, je suis pas contre voir 2-3 seins qui traînent. Oui, non, mais moi non plus, bien sûr, ça j'adore, il n'y a pas de problème. Mais il y avait un côté un peu, genre par exemple, comment elle s'appelle, l'intelligence artificielle, non pas l'intelligence artificielle, la fille qui est Lizzie, voilà. Lizzie, elle est coincée dans un cauchemar un peu digital. Elle arrive tout d'un coup, donc elle est tout au long de la série, elle est clairement en dépression, elle a vécu un vrai traumatisme, donc elle est en espèce de robe de chambre, elle est un peu dans le mal, et puis tout d'un coup, dernier épisode, bim, c'est parti, elle part en grosse combi SM en cuir, et là elle flingue tout le monde. Dans l'idée, si c'était le seul perso qui était comme ça, pourquoi pas? Mais en l'occurrence, c'était 4 persos dans leur manière, chacune à leur manière, ont ce côté-là. C'est assumé en fait, là où c'est assumé. Après, je pense qu'on aime ou on n'aime pas, mais c'est assumé de faire du cyberpunk avec forcément des codes qui sont, ouais, il y a des mecs, ils ont des coiffures en crête complètement folles. Ouais, ça reprend aussi des codes un peu, pas samouraï, mais asiatique, ninja. Il y a beaucoup d'étoiles de ninja, il y a des sabres, il y a des tenues qui font penser. Mais je trouve que certaines tenues, par exemple, sont hyper mal faites. On dirait un peu matelassées, des fausses tenues de super-héros et tout.
c'est un peu dommage quand t'as un visuel comme ça de sacrifier un peu quelques trucs avec les costumes et les coiffures. Après, il y a quand même une très belle esthétique. Ouais, ça, il y a un vrai graphisme dans cette série, notamment aussi dans la violence. Je trouve que les scènes de violence sont assez bien faites, même s'il y en a qui sont un peu vues et revues. En l'occurrence, ça marche toujours bien. D'ailleurs, ça c'est vraiment Netflix. Netflix, ils arrivent vraiment à rassembler tous les ingrédients qui marchent dans une série ou dans un film, ce qui fait que même si parfois t'es un petit peu déçu, même si c'est un peu bourrin, parfois un peu superficiel, t'es toujours un petit peu impressionné et ça marche toujours autant. Un chorégraphié de fou les bastons, on sent que les mecs maîtrisent leur sujet et puis c'est gore, moi j'aime bien quand même le gore, je suis un grand fan. Ouais, c'est vrai. Et alors, il y a aussi un univers bien particulier dans cette série avec des lieux ultra symboliques, je pense par exemple à l'hôtel de Pau, donc, qui est personnifié, ce qui est assez cool, ou encore à la tête dans les nuages. Ouais, c'est assez marrant. La tête dans les nuages, comme son nom l'indique, c'est un lieu au-dessus des nuages où seulement les multimilliardaires, donc les maths, peuvent accéder. Et en fait, c'est le lieu où ils peuvent assouvir tous leurs désirs. Et alors là, attention, c'est pas joli. Il y a un petit côté hostel pour ceux qui l'ont vu, toi qui aimes le gore. En fait, au lieu d'aller assouvir leurs désirs un peu sympas, je sais pas, type courir dans les champs ou autre, en fait, tu vas surtout, pour avoir pas mal de relations avec souvent des prostituées que tu as le droit de tuer. C'est lié au... Mais ça, on en parlera tout à l'heure dans l'analyse du message et des scénarios et tout, mais le fait, encore une fois, que ce côté corporel ne soit plus qu'une enveloppe, fait que, oui, tu peux ouvrir des business qui reposent sur ça et ne pas avoir que du péché de chair en mode, sexuel, mais aussi assouvir des péchés qui sont plus d'ordre sanglant et sanguinaire. Moi, il y a un truc aussi, ça m'a fait penser, alors je pense qu'on va m'insulter, mais j'ai trouvé qu'il y avait un petit Gaspard Noé, Enter the Void, dans la façon un peu de travailler un peu l'image avec ces espèces de flashs de lumière et ce monde assez sombre et pluvieux, un peu aussi en Asie. Enfin, ça m'a fait penser un peu à ça et peut-être aussi ce côté avec l'âme et la conscience qui circule de corps en corps, de lieu en lieu. Je sais pas, il y a eu un petit côté Enter the Void. C'est un thème en plus qui est hyper emprunté par la SF et même tous les trucs qui sont censés traiter de l'humanité et de son possible futur, parce que au final, est-ce que notre conscience, c'est des trucs qui aujourd'hui, dans les labos de Google ou je sais pas quoi, sont déjà en train d'être disséqués et traités. Donc c'est forcément un truc qui est une priorité. Et c'est pour ça aussi que cette série crée autant de débats et d'intérêt, parce que forcément la SF, elle questionne aussi nos sociétés actuelles. La force et la faiblesse de cette série, selon nous, enfin je crois que tu es d'accord avec moi, mais c'est le scénario. En fait, c'est un scénario qui est très dense, très fertile, donc qui nous permet d'aborder plein de sujets, d'être plongé vraiment dans un univers particulier, dans lequel en tout cas moi j'ai été transportée. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop d'intrigues, que ça nous emmène à gauche, à droite. Donc ils font pas de choix en fait. Ils disent on va essayer de traiter le plus de messages, de symboliques, d'histoires en même temps, et du coup on se focalise pas sur tel ou tel truc. C'est un peu dommage parce que parfois la série a tendance à se perdre en chemin et à ce moment-là on se dit putain merde quoi. Et ça va aussi avec le côté ambitieux de la série. À chaque fois quand une série est ambitieuse, forcément si elle relève pas le défi dans certains trucs, on est déçu. Alors quand même, un des gros plus j'ai trouvé moi de cette série, c'est en tout cas sur à certains moments la cohérence du scénario dans le côté futuriste. Il y a un côté où tu arrives un peu à te projeter dans cet univers futuriste qui fait un peu flipper, mais bon, les mégalopoles surpeuplées, très pluvieuses, où le climat c'est complètement what the fuck, ces inégalités croissantes entre riches et pauvres, enfin tout le côté un peu chaotique, tu l'as aujourd'hui, tu te dis putain dans 100 ans, si ça continue comme ça, peut-être qu'un jour ça pourrait nous arriver. Et puis l'idée de glisser du polar dedans, il y a quand même une enquête, il y a quand même un truc, et puis il y a tu vois, les codes classiques, il y a un peu l'outsider qui mène son enquête à sa façon, qui veut bosser avec personne. En parallèle, la police qui galère derrière, qui rame derrière. Il y a plusieurs trames intéressantes. Le mec qui l'a recruté, Bancroft, qui est pas forcément coopératif, où il y a un peu des mystères autour de lui et de son entourage. Enfin, voilà, tout ça marche très bien jusqu'à un certain point. Il y a pour moi certaines incohérences, notamment le mec qui se fait réveiller 250 ans plus tard et qui se retrouve dans une société où ça n'a pas l'air de lui poser de problème. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit... Si tu me réveilles en 2300, je risque de légèrement galérer avec mon iPhone 4 ou 5 à être en mode ouais les gars, j'ai pas de réseau. Il comprend tout. Ouais, bah, c'est un peu, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et moi, j'ai un peu du mal avec... là, ça va être du moment spoiler, donc dégagez-moi de là. Bah, de toute façon, c'est complètement spoiler. Voilà. Mais avec la révélation et les motivations de la sœur de Takeshi Kovacs, donc de la vraie méchante de cette série. Je trouve que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, et à partir du moment où elle apparaît, on est un peu...
en mode pourquoi elle débarque comme ça et quelles sont les vraies raisons qui l'ont poussé à devenir comme ça, à twister et à devenir le vrai ennemi de son propre frère, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de raccourcis, notamment dans cette intrigue-là. Moi, ce qui m'a gêné le plus, et ce que j'ai trouvé vraiment pas bien pour le coup, c'est vraiment le côté flashback sur l'histoire des Diplo et sur l'histoire du héros de Quell avant qu'il ne soit tué, entre guillemets, et emprisonné pendant 250 ans, notamment l'épisode 7. L'épisode 7, pour moi, c'est un couac total. On a l'impression qu'en plus, c'est un autre réal, il n'y a rien à voir avec tout l'univers de la série. Et vraiment, je me suis endormie durant cet épisode. Je suis pas d'accord sur un point, c'est que, comment dire, ok, l'épisode il est foiré de chez foiré, mais genre il est dégueulasse. Mais ce côté creuser le passé, pourquoi ces Diplo sont des renégats qui se sont rebellés contre ce qu'on appelle le protectorat, parce qu'en gros, à cette époque, la ville en tout cas, est gouvernée par le protectorat des Nations Unies. Sauf que ces gens, ces renégats, ces Diplo, ont voulu se rebeller contre cet ordre établi qui effectivement n'est pas tout à fait juste et hyper inégalitaire. J'aurais adoré qu'on creuse ça, mais de manière appliquée. Là, effectivement, c'est dégueulasse, c'est moche. C'est un peu en mode brumeux, évocateur, etc. C'est très chelou. Puis l'interprétation de la meuf, c'est juste pas possible, quoi. C'est très mélo, et en fait, ça, c'est aussi une des faiblesses, moi, j'ai trouvé de cette série. En même temps, c'était essentiel, mais c'est le côté un peu histoire d'amour. Il y a beaucoup de love dans cette série, mais toujours un peu sur fond, comme ça, de tableau. Et moi, je sais pas, ça m'a un petit peu gênée. J'ai trouvé la série un petit peu mélo, parfois, et un petit peu bourrine. Et en même temps, remplie de bonnes idées. En même temps, oui, non, mais complètement. Non, mais si Christine Ortega, elle tombe amoureuse de Takeshi Kovacs, c'est parce que les mecs, sans faire exprès, ou en faisant exprès justement pour la faire chier, on fait renaître Takeshi Kovacs dans la peau de son ancien amant qui a disparu. Donc forcément, l'attachement, il s'explique comme ça. Je trouve ça assez intelligent pour le coup. Et c'est pas non plus trop mièvre entre les deux. Les deux ont chacun leur orgueil, machin. Non, pas cette histoire, mais celle, par exemple, entre Quell et... oui, bah ça, c'est le fait de... Et sa copine, là, objectivement... Puis même la sœur, ils ont le motif qui est avancé pour dire ouais voilà pourquoi je suis devenu comme ça, c'est qu'au final elle a été beaucoup trop de fois abandonnée par Takeshi et qu'elle l'aime tellement qu'elle a envie qu'elle reste avec lui. C'est comme ça qu'elle explique son truc. On n'adhère pas vraiment à ce côté, mais c'est rempli de bonnes idées. C'est rempli de 1000 idées en fait. Donc forcément sur les 1000 idées, il y en a 200 ou 300 qui sont pas au niveau ou qui sont à mon avis pas très intéressantes. C'est en fait ça fourmille tellement que forcément il y a du déchet. Et peut-être que là où Altered Carbon aurait gagné en qualité, c'est à se recentrer sur certains trucs. Et il y a plein de couches d'interprétation qui sont hyper intéressantes. Et même, ils s'amusent à glisser des petits trucs hyper cool. Je pense à, je sais pas si tu as remarqué, j'ai lu un truc qui est assez intéressant. Tous les titres d'épisodes, c'est des titres de films noirs des années 40 ou 50. D'accord. Donc rien que ça, c'est des clins d'œil un peu marrants. Ils essaient de glisser des petites couches d'intelligence pure dans la série. Le concept vraiment génial quand même de cette série, comme son titre l'indique, c'est quand même Altered Carbon. Le fait que le corps puisse être maintenant une entité téléchargeable, transposable de corps en corps. Enfin, c'est quand même une bonne révolution. Imagine, ça veut dire que tu pourrais te transposer dans le corps de Joel Kinnaman. Non, moi je changerais de corps pour rien au monde. Vous avez vu cette chose ? Moi je me clonerais moi-même, je pense. Bien sûr. En tout cas, ça nous montre aussi toute cette corrélation qu'il peut y avoir entre science et science-fiction. C'était déjà le cas, c'est déjà le cas dans tous les films de SF. Et c'était notamment le cas, et c'est assez intéressant, dans 2001, Odyssée de l'espace. Donc on est en 65. Et déjà, on essayait de nous dire que l'ordinateur pourrait être une intelligence artificielle, notamment dans cette partie d'échecs où on joue contre un homme, qui est un truc qui aujourd'hui est arrivé. On peut se demander du coup si bientôt on pourra télécharger nos consciences et ça fait un peu flipper. Ouais, bah ça c'est sûr qu'un jour on le fera. Au 25e siècle, je pense qu'on en sera à peu près là, tu vois, mais ça pose des questions... De quoi ? Non, je disais, on a le time. D'ailleurs, plus concrètement, il y a pas mal de projets comme ça qui sont faits un petit peu dans l'obscurité des laboratoires, bien flippants, notamment Human Brain Project, qui apparemment est un projet qui pourrait voir le jour en 2022. Et accrochez-vous, maintenant, apparemment, on pourrait donc transposer notre intelligence dans un objet. Enfin, en tout cas, un cerveau dans un ordinateur, l'enregistrer, quoi. À partir du moment où on arrivera à stocker un cerveau humain dans un ordinateur, on est bien dans la merde. Toi, il faudra du coup un gros ordinateur. Ouais, il faudra plusieurs disques durs. Ouais, plusieurs disques durs, c'est ça. Vous savez, les oranges. Non, mais dans tous les cas, cette série pose la question du corps et de l'identité. Est-ce que, au bout d'un moment, notre corps ne deviendra plus qu'une enveloppe ? C'est hyper intéressant, ça. Et que notre esprit, etc., lui, sera téléchargeable à veux-tu, voilà. Et je trouve que cette question, c'est la plus évidente, mais elle a le mérite d'être posée assez bien,
C'est pas non plus un truc hyper intellectualisé, mais on pose les bases et c'est un premier questionnement qui me plaît. Là où ça pose plus question pour moi, c'est dans le sujet d'immortalité et de foi, tu vois. Il y en a, et ça c'est pour moi un des trucs les plus intéressants de la série, c'est notamment la famille d'Ortega, la policière, et on voit qu'une faction de la société catholique refuse ce réenveloppement en gros. Donc cette immortalité. Parce que l'immortalité est réservée à Dieu normalement. Pour cette frange catholique, la mort ne doit se faire qu'une fois et c'est justement la mort qui définit la vie. Oui, c'est cette abnégation du corps justement à travers ces enveloppes qui est une abnégation de la conscience et par là même de la foi et de l'âme et donc du coup qui est complètement rejetée par cette part de la population. Et en effet, on se rend compte que c'est toujours la mort qui structure tout notre rapport à la vie finalement, aux autres, à l'amour. Qu'est-ce qu'on fait si on va vivre éternellement? Est-ce qu'on se ferait pas chier aussi? En tout cas, ce transfert des corps et ces enveloppes, ça donne quand même lieu à des scènes assez sympa. Notamment, je ne sais pas si tu te souviens de cette petite partouze entre soi. À un moment, tu as l'actrice Kristen de The Killing. Ok, oui. Donc une blonde dont je t'ai dit très hitchcockienne, très très belle, qui joue justement le rôle d'une milliardaire très froide. Et alors, elle va en fait se créer plein d'enveloppes. Comme ça, si elle meurt toujours sous le coude. Et surtout, en fait, elle utilise ces enveloppes pour faire pas mal de jeux de rôle et notamment de jeux sexuels, ce qui donne une scène complètement incongrue où elle ken avec elle-même. Et ça m'a fait penser à cette scène de Blade Runner qui nous avait déjà vachement marqué, de cette relation entre une intelligence artificielle. Enfin, c'était pas une intelligence artificielle, c'était un hologramme avec Jojo, là, avec Ryan Gosling. Qui était déjà dingue. Mais moi, celle que j'ai trouvée le plus marrante, c'est quand même la grand-mère qui, pour la fête des morts, c'est un peu la tradition, réenveloppée, même si la famille est contre, il y a Christine Ortega donc décide de réenvelopper sa grand-mère. Et à chaque fois, ce qui est marrant, c'est que les mecs sont réenveloppés dans des trucs qu'ils ont sous la main parce qu'ils ont pas des milliards. Et donc elle revient sous la forme d'un mec un peu gothique, un peu badass, barbe, piercing et tout, et elle a les mimiques de la grand-mère. Ça, c'est très marrant. Ouais. Et d'ailleurs, c'est quand même un des points forts que j'ai trouvé de cette série, c'est qu'il y a quand même pas mal de petites touches humoristiques, notamment à travers Poe, à travers toutes ces petites scènes-là, qui sont assez sympas et qui allègent aussi un petit peu le ton de la série, qui parfois est un peu trop. Et en tout cas, peut-être que la thématique au final qui est sous-jacente à ça, c'est aussi le business qu'il y a derrière. Ouais, complètement. C'est souvent aussi dans tous les films comme ça, dystopiques ou etc. Tout ce qui manque, tout ce qui se peut, tout ce qui est au centre des attentions devient un business. Et là, c'est un business des corps. Clairement, c'est devenu un marché d'avoir le meilleur corps au meilleur prix. Alors moi, j'ai mis la note de 8,5 sur 10 parce que c'est quand même une série qui m'a transportée, où je me suis vraiment laissée aller. Alors, il y a beaucoup de, comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de longueur. Il y a des histoires et des intrigues qui ne sont pas forcément nécessaires, qui sont un peu superficielles. Et toute la partie un petit peu philosophique, métaphysique est assez superflue. Elle n'est pas approfondie et c'est un peu ce qu'on peut reprocher à cette série. En revanche, c'est vraiment une série ultra divertissante. C'est une bonne série de SF qui, moi, m'a transposée dans un univers que j'ai adoré, avec plein de réflexions qui, mine de rien, même si elles ne sont pas approfondies, sont hyper intéressantes. Et surtout, moi, c'est l'univers, la DA qui m'ont vraiment marqué. Et en fait, je pense que cette série, plus qu'une série de SF, il faut le voir comme un polar transposé justement dans un monde futuriste. Et là, tout de suite, ça devient un truc hyper stylé. Donc, faut pas le voir comme une série un peu SF, juste dans un genre SF un peu à la quoi, par exemple, à la Kadik ou à la Blade Runner. Je pense qu'il faut le voir comme un policier thriller futuriste. Et dans ce cas-là, c'est vraiment dingue. Je sais pas, moi j'ai mis 6,5, 7, je dirais. Allez, 7. J'ai mis beaucoup plus en fait. Juste en ayant fini le dernier épisode, je me suis dit wow, c'est vachement bien et tout. Et plus le temps passe, plus j'émets quand même des doutes. Il y a des vraies bonnes idées, il y a des vrais bons acteurs, d'autres beaucoup moins. Il y a des scènes qui sont vraiment sympas et qui resteront, je pense. L'univers, tu l'as dit, j'ai adhéré à fond. Mais je peux pas m'empêcher de rester un peu sur ma faim et un peu sur un truc, putain, ils avaient une ambition de fou. Enfin, ils avaient de l'or dans les mains. Ils en ont fait un truc qui est bien, qui est sympa, mais ils auraient pu, en ayant fait des choix et en prenant les bonnes décisions, en faire quelque chose de vraiment mythique qui serait resté. Donc j'ai cette pointe de déception qui me fait un peu baisser ma note à 7. Mais ça reste... Tu l'as dit, une série ultra prenante. Je suis complètement d'accord avec toi, avec tout ce que tu as dit, mais mine de rien, moi, quand je l'ai regardé, j'étais dans un gros kiff, et c'est pour ça que j'ai mis aussi cette note-là. Oui, parce qu'après tout, c'est aussi ça, les séries, tu vois, c'est pendant sans que tu la trop regardes, l'intellectualiser. Ouais, mais ça, c'est la folie, quoi. Ça se binge-watch. C'était vraiment trop cool. Non,
Pour se marrer, sur Twitter, on a d'ailleurs fait un sondage avec ceux qui avaient vu la série pour savoir dans quel corps ils auraient aimé être réenveloppés. Je crois que c'était Batman qui avait gagné devant The Rock, etc. Bon, Nadine Morano n'avait pas eu beaucoup de voix. C'est bizarre, chelou. T'aurais aimé être dans quoi, toi? Bah écoute, vu les 4 proposés, moi The Rock direct. Hein, et dans la vie, non? Comme ça et tout, un peu sympa. Dans la vie, moi, quitte à kiffer, moi, une petite Alicia Vikander, ça me va très bien. D'ailleurs, elle jouait dans Ex Machina, donc comme ça, on reste un peu dans les mêmes... c'est la femme de Fassbinder. Et c'est la femme de Fassbinder. T'inquiète que j'avais réfléchi aussi avant. Okay. Oui. Non, moi je me dis, quitte à kiffer, je te mets dans le pot d'une fille puissante, c'est pas bête, d'accord. Encore belle. Et là, je la joue très stratégique. Moi, j'ai déjà vachement réfléchi à ça. Je pense que je me mettrais dans la peau de Melania Trump. Je suis un peu fraîche, j'ai du pouvoir et je passe mes journées avec Donald. Super. Et ça, passer mes journées avec Donald, c'est incroyable. Tu vas enfin nous dire ce qui se passe dans cette fucking maison blanche. Par contre, oui, effectivement, le problème, c'est de devoir faire l'amour avec Donald. Mais je trouverais des petits systèmes... Alors que moi, Fassbender, tout de suite, tu vois, là, je te colle au poteau. Oui, bah oui, mais moi, c'est pour le kiff et le pouvoir. T'es trop flippant, mec. Voilà pour cette petite analyse. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez vu la série et que vous avez des autres avis ou des choses que vous avez remarquées et pas nous, ou vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce qu'on vient de dire, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On a peu d'infos encore sur une saison 2. Pour l'instant, elle n'est pas signée. Mais vu l'ambition du truc et le projet, non mais c'est quasiment sûr qu'elle est en cours de. Le public a beaucoup apprécié en fait cette série. En revanche, les critiques ont été beaucoup plus. C'est hyper, comment dire. Les gens ne sont pas d'accord en fait. Ça c'est assez cool avec une série. Donc voilà, saison 2, pas beaucoup d'infos. On sait qu'il y a 3 romans. On sait aussi, on n'en a pas parlé, que ça n'a pas été vraiment fidèle au premier roman. Car le Altered Carbon, la série, a repris énormément d'éléments de Altered Carbon, le livre, mais elle a rajouté certains trucs, notamment tous les trucs avec les diplos, avec Quell et Takeshi Kovacs. Ça, c'est des trucs qui sont rajoutés. Peut-être pas pour le meilleur d'ailleurs, mais du coup, ça a un peu empiété sur la 2, ou alors ça empêche de faire une saison 2 qui sera fidèle au 2e roman. Ils devront trouver des artefacts pour essayer de coller les morceaux. Et dernière chose, on n'aura pas normalement Joel Kinnaman puisque la saison 2 se termine. La saison 1 se termine sur le fait qu'il va abandonner son corps et récupérer son ancien corps. Donc forcément, et il l'a dit lui-même, il doute beaucoup de sa présence dans la saison 2. En tout cas, dites-nous si vous avez aimé cette série, donnez-nous un peu la note que vous auriez pu lui mettre parce que vraiment les critiques sont assez séparées sur cette série, donc on aimerait bien avoir votre avis. Dites-nous aussi si vous kiffez ce nouveau décor parce qu'on s'est donné quand même. En tout cas, nous, on est plutôt pas mal dans les J'ai failli m'endormir 4 fois pendant la... Voilà. Il fera pas la saison. Dites-nous aussi s'il y a des petits objets que vous aimeriez voir un peu incrustés dans ce décor. Et puis, n'hésitez pas à nous dire surtout dans quelle enveloppe vous aimeriez renaître. Alicia Vikander, Melania Trump. Mais c'est pas Ivanka d'ailleurs? Ah non, c'est la fille Ivanka. Non, Ivanka, c'est la fille, oui. Enfin bref, vous connaissez la chanson maintenant. Likez, partagez, abonnez-vous, continuez à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao. Salut.